Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Emmanuel Macron a voulu écrire hier, c'était le premier jour de sa tournée africaine, une nouvelle page de l'histoire en Afrique. Est-ce que vous voyez une rupture sur le fond et sur la forme avec ce qui s'est toujours fait ? Non, sur le fond, malheureusement, pas de rupture du tout. Emmanuel Macron n'a pas conditionné les aides vers l'Afrique à la maîtrise des flux migratoires. Au contraire, il a même proposé une libéralisation encore plus importante des visas. Donc, c'est évidemment pas une très bonne nouvelle. Alors, attendez, vous allez un peu vite. La libéralisation des visas. Vous parlez des visas qui sont accordés au cas par cas par des étudiants avec des étudiants africains qui expliquent que la plupart du temps, les portes sont fermées pour venir en France. Il a souhaité qu'il y ait des visas longue durée, c'est-à-dire que ceux qui viennent se former en France aient la possibilité de revenir autant de fois qu'ils le veulent ensuite en France. Pour revenir chez eux. C'est-à-dire, pas forcément. C'est-à-dire, ça aboutit à priver l'Afrique de ses talents et ça crée des flux massifs d'immigration vers la France et vers l'Europe. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Ensuite, sur la forme, en revanche, Emmanuel Macron, son attitude est assez scandaleuse, il faut bien le dire. D'abord parce qu'il n'a pas pu s'empêcher d'insulter à nouveau l'histoire de la France là-bas. Et puis, quand est-ce qu'il insulte l'histoire de la France ? Quand il dit, quand il parle des crimes de la colonisation, il devrait, s'il voulait avoir une position juste, reconnaître, c'est vrai, un certain nombre de dérives qui ont eu lieu, mais en même temps souligner ce qui a été fait de positif, les infrastructures, les hôpitaux, etc. On l'a peu entendu là-dessus. Et puis sur la forme, je voudrais revenir sur un point essentiel, c'est l'incident diplomatique qu'il a créé avec le président burkinabé, qu'il a pratiquement ouvertement insulté devant des étudiants. C'est comme si un chef d'État... À quel moment il l'a insulté ? Écoutez, quand il le met face à ses responsabilités, c'est encore acceptable. Mais enfin, quand il explique que il doit faire son travail, aller réparer la climatisation, enfin, qu'est-ce que c'est que cette attitude ? C'est une attitude de mépris incroyable. On savait que Macron méprisait les Français, il les traitait alternativement d'illettrés et de fainéants, mais le voir sur la scène internationale aller critiquer ouvertement un chef d'État dans son pays, c'est comme si un chef d'État venait en France devant des étudiants à la Sorbonne pour critiquer ouvertement et insulter Emmanuel Macron en le méprisant. Vous avez vu de la condescendance ? Oui, bien sûr, on le savait, mais c'est quand même inquiétant. Beaucoup de désinvolture, beaucoup de condescendance, beaucoup de légèreté. Je ne pense pas que ce soit bon pour les relations internationales. Est-ce que vous avez entendu une réaction du président burkinabé qui aurait été outré ? Écoutez, il a réagi puisqu'il est sorti. Il est sorti immédiatement, de façon, sans aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en a profité pour dire à nouveau un propos désagréable. Lorsqu'il s'exprime sur la question de la démographie, sur le nombre d'enfants et la démographie qui progresse plus vite que la création de richesses, il a raison ? Oui, il y a évidemment un problème central qui est celui de la démographie accélérée en Afrique, bien sûr. Mais je crois que ça nécessite une réponse globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme on le fait jusqu'à présent, laisser s'organiser des flux massifs d'immigration, perdre toutes les positions de rayonnement qu'on avait pu avoir en Afrique, en laissant tantôt les Américains, tantôt les puissances asiatiques faire un peu ce qu'elles veulent sur le continent africain. Donc on a, c'est vrai, une responsabilité, mais il faut avant tout défendre nos intérêts. Alors, vous êtes député européen, vous êtes chef de file des députés européens du Front National. Vous voulez parler d'immigration visiblement depuis ce matin. Alors, on y va, parce que la situation, elle est évidemment honteuse en Libye. Il en a dit un mot hier, le président de la République, en disant que la solution, elle devait être euro-africaine. Quel peut être le rôle de l'Europe dans la résolution de ces images vous ont choqué ? Est-ce que ces images vous ont choqué ? Oui. Évidemment, c'est très choquant. Donc, quel peut être le rôle de l'Europe dans la résolution de cette situation ? L'Europe qui, dans un premier temps, s'est quand même pas mal déchargée sur la Libye pour la gestion de ces flux migratoires. Plusieurs choses. D'abord, l'Union européenne se montre dans ce domaine migratoire, comme dans tous les autres, totalement impuissante, totalement inefficace. Donc le rôle que les nations doivent avoir, évidemment, un rôle clé, mais il faut... traiter le problème à sa base, c'est-à-dire que c'est Nicolas Sarkozy, son intervention en Libye qui a détruit le régime de Kadhafi, qui était sans doute critiquable, mais pour mettre les islamistes au pouvoir, qui crée aujourd'hui cette situation de chaos en Libye où les factions islamistes font ce qu'elles veulent. Donc il faut évidemment rétablir une stabilité au Moyen-Orient pour rétablir les verrous qui empêchent les flux massifs d'immigration vers l'Europe. Ça, c'est la responsabilité des nations qui ont souvent, par leur histoire ou par leur position économique, un rôle à jouer dans ces pays-là. Je crois que l'Union européenne, finalement, son rôle principal, ça devrait être la coopération pour maîtriser les frontières extérieures de l'Europe, ce qu'elle ne fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus de frontières nationales à cause de Schengen, on n'a pas non plus de frontières extérieures qui sont contrôlées, et on n'a plus de véritable politique sur place. Dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait de ces passeurs qui vendent des hommes sur un marché ? La première chose à faire, c'est
encore une fois, contrôler les frontières. C'est-à-dire qu'il faut tarir le flux, c'est-à-dire que les mafias et les passeurs qui prospèrent aujourd'hui, eh bien, il faut évidemment qu'elles ne puissent plus prospérer. Comment on fait? Eh bien, en empêchant toute immigration illégale d'arriver en Europe. Ensuite, il y a évidemment une concertation à mener. La vérité, c'est que vous ne savez pas non plus. Mais non, mais il n'y a pas une solution miracle qu'on peut traiter en 30 secondes. Mais en revanche, il faut commencer par arrêter de soutenir les factions islamistes sur le terrain, que ce soit en Libye. Ça a été aussi le cas en Syrie. Il faut bien le dire, on a joué avec le feu. On a soutenu Al-Nosra, la branche locale d'Al-Qaïda, contre le régime stable de Bachar el-Assad. Il faut en finir avec cette dérive-là. La vérité, vous venez de le dire, c'est que sur l'immigration, il n'y a pas de solution. Si, sur l'immigration, il y a évidemment des solutions. En revanche, sur la situation politique de ces pays, évidemment, les réponses sont complexes. Un mot sur votre situation bancaire. Est-ce que vous avez trouvé une banque? Eh bien, pour l'instant, non. Nous avons eu un rapport de la Banque de France qui ne dit strictement rien. C'était pas la peine de nous faire attendre 4 jours. 3 pages où il n'y a absolument rien. Ils auraient pu rendre une page vide, c'était la même chose. Ce que demande le Front National, c'est simplement d'avoir un compte bancaire qui fonctionne normalement. La Banque de France dit que les règles ont été respectées et que ces banques-là avaient tout le loisir de fermer les comptes bancaires. Je rappelle que légalement, une banque peut se séparer d'un parti politique en cas de flou sur l'origine des fonds ou de découvert chronique. Dans ces deux cas, comment vous vous sentez sur le découvert et sur l'origine des fonds? Ni l'un ni l'autre. Pas l'ombre d'un début d'argument de la part de la Banque de France, pas l'ombre d'un début d'argument ou de justification de la part de la Société Générale. C'est-à-dire que nous demandons à avoir un traitement bancaire normal. Ça n'est pas le cas puisqu'ils ferment le compte. Ça n'était pas le cas pendant la présidentielle parce qu'ils refusaient de nous accorder des prêts, ce qui nous oblige à aller chercher des prêts dans des banques étrangères. Et ensuite, ils voudraient tirer de cette situation un argument pour essayer de nous entraver dans le fonctionnement bancaire normal. Est-ce que ça vous entrave au quotidien, là, aujourd'hui, oui, d'ores et déjà? C'est une vraie pénalité. Qu'est-ce que ça change? Ça nous pénalise. On n'a pas les fonctionnements normaux, c'est-à-dire notamment les moyens bancaires qui sont indispensables pour faire vivre le Front National. Et donc, c'est évidemment une manière, finalement, de nous gêner dans notre action politique. On a eu déjà la persécution politique, judiciaire. Maintenant, on a la persécution financière. Ce sont vraiment des méthodes inacceptables qui sont vraiment pas à la hauteur d'une grande démocratie comme la France. Et en plus, vous avez Florian Philippot. Dans la liste des difficultés, puisque un des députés Front National a rejoint les Patriotes, le parti de Florian Philippot. Vous avez sous-estimé sa capacité de nuisance? Non, vous savez, je pense qu'elle est assez limitée. Finalement, le départ de Florian Philippot, ça aboutit aussi à une sorte de clarification qui était sans doute utile, notamment sur l'Europe. Nous défendons une véritable Europe des nations et de coopération. Lui, il est hostile à l'idée européenne elle-même. C'est pas nous qui avons changé de position. Nous avons clarifié notre position. Lui, il est aligné sur celle de François Asselineau. Et s'agissant de José Évrard... Oui, vous allez laisser siphonner le Front National? Non, pas du tout. Il n'a rien siphonné du tout, en l'occurrence. Mais José Évrard, eh bien, il a été élu sur l'étiquette Front National. Personne ne savait qui il était, d'ailleurs, avant qu'il quitte le Front National. Et donc, l'honnêteté intellectuelle, ce serait qu'il rende son mandat. Merci beaucoup, Nicolas Best. À vous, Laurent. Merci, Caroline. Bonne journée.